et de développement auquel certainement il faut s'attendre dans les semaines et les mois à venir. Vous suivez tous l'actualité politique et nos relations avec la communauté internationale. Nous avons fait le choix de décider souverainement avec qui, avec quel partenaire nous devons travailler. Parce que nous sommes arrivés à la conclusion que le salut du Mali dans la lutte contre le terrorisme réussira, entre autres, lorsque nous diversifierons nos partenaires. Nous voulons aujourd'hui diversifier nos partenaires. Nous sommes arrivés à la conclusion, au regard des tueries massives, souvent des combats sont engagés entre nos forces et les groupes terroristes qui peuvent durer des heures. Nous ne pouvons pas envoyer de renforts parce que nous n'avons pas les capacités. Nous avons souvent des difficultés même pour survoler des parties de notre territoire. Nous avons des insuffisances et des manques souvent en munitions. Nos soldats tombent souvent en panne de munitions en plein combat. Nous savons que compte tenu de l'immensité de notre territoire, aussi longtemps que nous n'aurons pas la suprématie dans les airs, il est difficile de parcourir tout le territoire avec uniquement les moyens roulants, surtout avec les fosses, des mines, des EID un peu partout. Nous avons acheté même des moyens de transport, des avions de transport, qui sont bloqués depuis des mois, pour des raisons qui ne nous conviennent pas. Il arrive souvent que même les simples lunettes de vision nocturne pour nos forces spéciales, on a des difficultés pour les acquérir. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'une des solutions, je ne dis pas la seule, c'est de diversifier nos partenaires. Dieu merci, aujourd'hui, déjà aujourd'hui, et ça va être encore plus prononcé dans les mois à venir, nous avons les moyens d'aller partout sur le territoire national, sans demander d'autorisation, sans demander les moyens pour cela, parce qu'on s'est doté des moyens pour le faire. L'illustration la plus parfaite, les 3 derniers cas, c'est ce qui s'est passé à Mondoro, c'est ce qui s'est passé récemment dans la région de Menaka, où l'armée a fait une opération pour desserrer le taux de l'IGS autour des mouvements qui sont installés des messages de Pékin. Mais nous faisons face à une situation où, n'ayant pas pu nous faire courber l'échine, certains de nos partenaires ont décidé de changer de fusil d'épaule, de discréditer l'action du gouvernement et des forces armées de sécurité. Et cela s'appuie sur des faits qui ressemblent souvent à la vérité. Nous avons déjà des rébellions que nous gérons, que notre pays gère tant bien que mal depuis des années. Nous savons
partir de beaucoup de renseignements, qu'il y a des intentions de susciter une nouvelle rébellion dans notre pays. Une rébellion, cette fois-ci, Peul. Il dit à ceux qui ont ce projet, ce que nous leur disons, c'est peut-être qu'ils ne connaissent pas l'histoire du Mali. Peut-être qu'ils ne connaissent pas simplement l'histoire de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest. Je crois que tout le monde sait, tous les hommes de bonne foi savent que tous les terroristes ne sont pas peuples. Je dis bien, tous les terroristes ne sont pas peuples. Tous les djihadistes ne sont pas peuples. Tous les peuples ne sont pas non plus terroristes ni djihadistes. Parmi les terroristes et les djihadistes, il y a beaucoup de nationalités. Beaucoup. Y compris des nationalités étrangères. Il y a une stratégie aujourd'hui d'exploiter les souffrances des populations maliennes. C'est un groupe ethnique, parmi lesquels les Keuls, naturellement, pour diaboliser les forces armées de sécurité du Mali. Lorsque nos militaires ont été encerclés en 2019, ils ont perdu la bataille, ils ont été pris un à un, fusillés, filmés. On n'a pas entendu la communauté internationale parler. Lorsque des capitaines de notre armée ont été égorgés, filmés, on n'a entendu personne parler, la communauté internationale. Lorsque des villages sont rasés, des femmes tuées, des enfants brûlés, on n'entend pas beaucoup la communauté internationale accusée. Depuis quelques jours, il y a une campagne contre l'armée malienne et contre le gouvernement. Conséquemment à ce qui s'est passé à Moura. Ce qui s'est passé en réalité à Moura, c'est qu'aujourd'hui, on a les moyens d'observation. Avec ces moyens que nous avons neutralisé les nids de terroristes dans la forêt du Ouagadougou, à la frontière avec la Mauritanie. Dans beaucoup de zones, nous avons les moyens d'observation électronique. Et nous avons les moyens aussi d'aller les surprendre et les attaquer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de leurs bases sont détruites. La pression de l'armée est très forte. C'est vice-versa. Sur l'armée aussi, il y a de fortes pressions. Nous perdons des hommes tous les jours. À Moura, en réalité, les moyens dont l'armée dispose aujourd'hui lui a permis d'observer pendant des jours et utiliser aussi les renseignements humains. On se rend compte qu'il y a un regroupement des mouvements terroristes à Moura. Ceux qui sont de la zone savent bien ce qui se passe à Moura. C'est ceux qui ne connaissent pas la zone qui ne savent pas que c'est un véritable bastion des groupes terroristes. Et donc, les moyens de renseignement humain et électronique qu'on permet d'observer pendant des jours des regroupements de 50 personnes, de 100 personnes, jusqu'à 1000 personnes. Et ces moyens ont permis de comprendre aussi que c'était de planification des actions futures contre l'armée. Et donc, l'armée a utilisé des opérations dont le chef d'état-major a parlé hier,
les observations par les moyens électroniques, les opérations aéroportées et terrestres avec les forces spéciales pour les encercler. Et effectivement, on a dénombré environ 200 terroristes neutralisés, plus les opérations des forces spéciales qui ont continué. Effectivement, il y a eu des fouilles dans le village. Il y a des terroristes qui s'étaient déjà déguisés en habits avec les femmes, des habits de femmes. Il y a des dépôts de munitions qui étaient piégés. Ce qui nous a surpris, c'est qu'au lendemain de cette opération, nous entendons des médias internationaux et des organisations, des ONG internationales, qui affirment que l'armée allait massacrer, le terme de massacre, de populations civiles, un incident qui c'est essentiellement les pays. Nous avons décidé au niveau du gouvernement de 2 à 3 choses. D'abord, expliquer ce qui s'est passé, donner la version du gouvernement. La deuxième chose, c'est d'ouvrir immédiatement une enquête. Et cette fois-ci, nous avons insisté avec le président, il faut que l'enquête aboutisse, qu'il y ait des résultats de l'enquête. Il ne suffit pas d'ouvrir, mais il faut qu'il y ait des résultats. Il y aura une équipe qui va aller, il y aura des militaires, des civils, des procureurs et tous les éléments. Rien ne sera caché pour que la vérité soit suivie par les Maliens. La deuxième chose que nous avons décidé, la troisième disons, c'est de mettre un cadre d'échange. Il faut se parler, on ne peut pas laisser notre population nourrir seulement à la version des médias étrangers. C'est peut-être une insuffisance, mais je pense qu'il faut qu'on la corrige. Pour la corriger, il faut qu'on parle avec les leaders de la communauté qui sont là, qui sont investis une légitimité certaine. Et qui sont en contact avec les populations et avec lesquels le gouvernement peut parler. Pour prendre en charge leurs préoccupations. Cet exercice se fera en direction de toutes les communautés qui seront considérées à tort ou à raison comme victimes de la lutte contre le terrorisme. Parce que nous sommes des hommes raisonnables. C'est très bien qu'aujourd'hui, la meilleure façon de perdre la guerre contre le terrorisme, c'est d'avoir les populations contre la lutte. C'est quelqu'un qui a une conscience, c'est bien les militaires. Le président en particulier. Moi, je suis témoin plusieurs fois quand il donne des instructions dans ce sens en disant de faire beaucoup attention. Les terroristes se mêlent souvent à la population civile avec comme objectif d'amener les forces de défense et de sécurité à commettre des erreurs qui vont être exploitées. Dans le cas spécifique de Moura, c'est des terroristes que l'armée a neutralisés. Ceux qui sont dans la zone le savent, ceux qui ont des parents dans la zone le savent, ceux qui connaissent la zone le savent. Que c'est un nid, c'est un sanctuaire des mouvements terroristes. Ce sont ces informations que je voulais vous donner, les décisions que le gouvernement a prises, qui vont être déroulées au fil des jours. Et c'était bien que je vous rencontre pour vous en parler. Mais surtout que ce cadre d'échange, aussi bien avec vous qu'avec d'autres communautés qui seront concernées par ces questions, ce cadre d'échange ne s'arrête pas à une seule réunion. Voilà pourquoi j'ai pris l'initiative, ça c'est avant-hier seulement, de vous convier à cette rencontre d'échange. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu massivement, malgré les contraintes liées au moral de Ramadan,
en espérant que des débats nous retournerons tous rassurés. Et ce que le gouvernement va faire dans les semaines à venir concernant cette zone spécifiquement, trouvera les moyens d'associer les personnalités investies de la légitimité dont j'ai parlé pour nous accompagner afin que ceux qui se sont fixés comme objectif de distraire l'armée de son combat, de discréditer le travail de notre armée, d'opposer les populations les unes contre les autres, ne réussissent pas dans leur entreprise. Parce que c'est l'objet de la rencontre que j'ai souhaité avec vous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je vous repasse la parole après cette introduction. Merci beaucoup. Qui est une première en cas de je suis en fonction. On doit marquer un début. Elle est certes une première rencontre, mais elle ne doit pas être la dernière. Vous savez, lorsque le gouvernement a été nommé comme le chef du gouvernement le 7 juin 2021, je me souviendrai que le 10 juin, le pays qui est considéré comme notre partenaire stratégique a dit qu'il arrête les opérations militaires avec l'armée malienne. Le motif, c'est que la nouvelle équipe a décidé de négocier avec ceux qu'il est convenu actuellement d'appeler les djihadistes, les terroristes. Les termes qui varient souvent l'internet. Je voudrais donner ici témoignage. L'argument du président de la transition face à nos partenaires était le suivant, c'est de dire qu'il est conscient que tout ce qu'on appelle terroristes ne sont pas des gens qui fondamentalement dans le fond sont des terroristes. Il y en a qui sont par nécessité, comme vous le dites, par frustration, par obligation. Moi, je peux donner aussi un autre témoignage cette fois-ci de moi-même, je l'ai écrit à son temps. Lorsque les mouvements terroristes ont essayé de transporter le terrorisme au centre du Mali, les premières victimes, toute l'année 2015 jusqu'en début 2016, c'était les notables chefs de village et chefs de village. Une véritable terreur s'est abattue sur la communauté. Le deuxième élément de la stratégie, c'était d'agresser les autres communautés, notamment les communautés de Blanc, et faire semblant de se réfugier dans les hameaux pour attirer la colère des Toubans. Effectivement, face à une telle situation, c'est à l'État qu'il appartenait de traiter la question avec le discernement. Je ne reviens pas sur ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, l'intime conviction du président de la transition des nouvelles autorités, c'est que nous devons traiter la question du terrorisme avec beaucoup de discernement. Je peux témoigner que plusieurs fois, il est revenu là-dessus au Conseil des ministres pour dire qu'il faut qu'on fasse beaucoup attention. Notre premier adversaire aujourd'hui, c'est moins ce qu'on a en face là, que l'amalgame. C'est le premier adversaire de l'armée aujourd'hui. C'est-à-dire que certains, par là, s'ils se mélangent à la population, et souvent, on peut faire des excès qui vont entraîner d'autres citoyens dans le terrorisme. C'est pour vous dire que les nouvelles autorités, en tout cas, sont sur la même longueur d'onde que vous. Et je crois que tous ceux qui raisonnent de façon patriotique, il ne faut pas faire d'amalgame.
Vous avez expliqué largement avec des exemples très pédagogiques en montrant que, à la base du terrorisme, en tout cas les noms qu'on connaît, ce n'était pas les pays. Les lieutenants, ce n'était pas les pays. On ne va pas s'étendre là-dessus, j'espère que c'est assez pédagogique pour convaincre que tout amalgame, toute tendance d'un pouvoir politique à vouloir privilégier une communauté contre l'autre est une erreur sur une faute politique. Le rôle du gouvernement, ça doit être de travailler à ramener la paix. Et le désarmement de tous les mouvements armés fait partie des objectifs du gouvernement de transition. Ramener la paix. Parce qu'aussi longtemps qu'un groupe peut être armé contre l'autre, naturellement, l'instinct de survie fera que l'autre va s'organiser pour se défendre. Et on va rentrer dans un cycle infernal que personne ne peut contrôler. Ce que je retiens de votre intervention, c'est trois grandes conclusions. La première est le profond sentiment de frustration que vous avez, le sentiment profond d'injustice, de frustration. Vous avez le sentiment qu'on assimile la communauté terroriste ou djihadiste, je crois à tort. Quand j'ai parlé de volonté de créer une religion peu, je le dis en connaissance de cause, en fonction d'informations dont je dispose. Il y a une volonté de le faire. Et je crois que tout le développement que vous avez fait montre que c'est un potentiel, que certains, pour eux, il existe, c'est un potentiel qu'il faut juste mettre en œuvre. Notre rôle en tant que gouvernement et votre rôle en tant que patriote, c'est de faire échec à ce projet. En tout cas, que ce projet ne puisse pas prospérer à partir du Mali. Ce sentiment de frustration doit être pris en compte, doit être pris en charge. La deuxième conclusion que je tire de votre intervention, c'est le témoignage le plus qu'éloquent de ce qui s'est passé à Mouma. Et précis, témoignage qui vient de ceux qui, en tout cas d'après les informations que vous nous donnez, de ceux qui viennent du terrain, qui ont vécu ce qui s'est passé, qui l'ont vu. Le témoignage aussi que Moura est un sanctuaire des mouvements terroristes. En tout cas, ce sanctuaire a fait l'objet de plusieurs mois d'observation et de renseignement. Je crois que les enquêtes qui sont en cours tiendront compte certainement de votre avis aussi. Ceux qui sont sur le terrain, parce que j'imagine que c'est une commission d'enquête. La moindre des choses, c'est d'interroger plusieurs personnes qui ont vécu les faits. La troisième conclusion que je tire de votre intervention, c'est votre totale disponibilité à être du côté de la République et du Mali. Notre rôle en tant qu'État, c'est de faire en sorte que cette disponibilité puisse avoir un réceptacle où elle va se manifester pour aider l'État dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes conscients que la force militaire seule ne ramènera jamais la paix. Jamais. Elle ne peut être qu'un premier élément de pacification. Aussi longtemps que les citoyens ont le sentiment d'injustice, il n'y aura jamais la paix dans le pays.
On a beau avoir l'armée la plus forte. Si les citoyens ont le sentiment d'injustice, on nous en sort. Et là aussi, je porte un témoignage plusieurs fois. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles le président revient régulièrement souvent à la fin du Conseil des ministres, en disant ceci. De tous les défis que nous avons à relever, l'un des défis les plus difficiles à relever, c'est le défi de la justice, le sentiment chez les citoyens qui sont traités à égalité. Et il nous dit l'armée a beau occuper le terrain militaire, on a beau faire toutes les réformes politiques et institutionnelles du monde, tant que les citoyens ont le sentiment d'injustice, tout sera à nous. Et si l'État ne trouve pas de solution au sentiment d'injustice des citoyens, un jour les citoyens vont chercher à se rendre justice. Et là, c'est le chaos. Plusieurs fois, le président est revenu là-dessus. Donc c'est notre option. Aujourd'hui, la stratégie du gouvernement, c'est que l'armée permette d'inverser le rapport des forces militaires sur le terrain. Parce qu'aucun message politique ne peut être crédible avant cela. Mais une fois que le rapport des forces militaires est inversé sur le terrain, l'armée gagne des batailles, sinon la guerre, elle ne gagnera la guerre que lorsque l'administration sera révélée, lorsque la justice sera rétablie, lorsque les services sociaux de base seront là. Ce n'est qu'en ce moment, et qu'il y ait des réformes, et que les citoyens aient le sentiment de justice, ce n'est qu'en ce moment qu'on aura gagné la guerre. Les opérations militaires, c'est gagner des batailles dans la lutte pour la refondation de l'État. Et la lutte pour la pacification du pays ne peut pas se gagner sans les populations, sans leurs représentants, sans vous. Chacun d'entre vous est investi d'une légitimité certaine, à plusieurs titres. Qui est notable, qui est doyen, qui est élu, qui est personnalité respectée dans le milieu. Chacun représente une légitimité dans le milieu. Donc ce que je voudrais vous demander, je le demanderai à d'autres communautés aussi, c'est que nous puissions travailler main dans la main. Que vos frustrations, vos préoccupations puissent être prises en charge par le gouvernement et traitées. Toutes les communautés qui ont le sentiment d'injustice, nous devons travailler à ce que ce sentiment disparaisse. Parce qu'aussi longtemps que les communautés ont ce sentiment, il y aura toutes sortes de justifications. Par exemple, actuellement, vous avez donné un long développement pour justifier, c'est pas pour justifier, mais en fait, c'est pour expliquer l'une des raisons des frustrations du milieu pelé. Le fait que, par exemple, on s'occupe de l'agriculture, on ne s'occupe pas de l'élevage, il n'y a pas d'espace pastoraux. Effectivement, c'est des explications, mais ce n'est pas des justifications. N'est-ce pas? Mais tout ça, ces genres d'explications, c'est exactement comme la rébellion au Nord. Quand les gens n'expliquent pas le manque de développement, ainsi de suite, je dis, ça ne peut pas justifier le fait qu'on ait égorgé son frère, qu'on ait posé des mines. Mais pour que cela n'arrive pas, il faut qu'au niveau national, il faut qu'il y ait l'union sacrée des Maliens autour de la seule chose que nous partageons tous, le Mali, et autour de notre art. Je voudrais vous donner l'assurance que nos portes vous seront ouvertes largement. Les frustrations que vous avez seront remontées à qui de droit pour que le traitement approprié soit apporté. Mais au niveau déjà du gouvernement, comme je vous l'ai dit tantôt, ma part vous sera largement ouverte. N'hésitez pas. Chaque fois que vous estimez nécessaire, ne vous arrêtez pas au SMS. Il y a beaucoup de canaux pour toucher
Parce qu'il y en a tellement souvent, je peux faire une semaine, je ne lis pas les SMS. Utilisez tous les canaux qu'il faut. Quand c'est nécessaire, je prends l'engagement au plus tard dans les 48 heures, toutes les éléments demandées par vous en tant que président de capitale pour la coalition. Non seulement pour vous, mais tous les représentants des communautés nationales. Parce que le message que vous venez de faire passer, dire vos frustrations, faire des témoignages et conclure par dire que de toutes les façons, vous êtes des républicains, vous êtes des patriotes, vous êtes au service de la nation et pour consolider l'unité nationale. Je pense que pour un gouvernement, il n'y a pas de message plus clair. Il n'y a pas un message qui engage. Après un tel message, comme on dit en Gombara, vous nous avez mis une corde au cou en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après cette rencontre, en tout cas, personne n'acceptera de dire que vous avez envoyé un SMS pour une audience et que pendant plusieurs jours vous ne l'avez pas eu. Je prends cet engagement devant les Maliens, ça n'arrivera plus. Ça, je veux dire. Tout le reste, c'est des sujets complexes. Le simple fait d'échanger comme ça, je pense que c'est beaucoup pour nous. Je voudrais vous dire que le gouvernement compte sur vous, compte sur toutes les grandes organisations communautaires pour nous aider à ramener la paix. Les opérations militaires nous permettent de gagner des batailles comme ça. Pour gagner la guerre, c'est avec tous les Maliens, sans exception, quelle que soit leur appartenance. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement. Je ne savais pas que le doyen Ali Moudjalo était là. Je voudrais le saluer de façon particulière. Il y a mon grand frère Abdelaziz, votre prédécesseur, et mon oncle, et votre oncle, le général Cissé, et lui-même, on le sait bien, a été victime lui-même à un moment de tentatives d'assassinat. Pourtant, c'est un peu. Si, c'est l'homme qui s'investit de toutes ses forces dans tous les jours les préoccupations des communautés. Mais il a fallu disparaître à un moment. Les djihadistes le cherchaient, on le savait. En tout cas, moi, je l'ai appris, je crois que c'est. Donc, je voudrais vous remercier d'avoir répondu si massivement à cette invite pour échanger. Et vous dire qu'on va rester la main dans la main pour sauver notre pays. Alors, il y a un soirée, il n'oublie jamais les femmes, il dit qu'il y a les femmes pelues. Bon, je crois que. Je voudrais les saluer de façon particulière. Les femmes, comme elles disent, la guerre, elles sont les grandes victimes. Quand c'est pas leur mari, c'est leurs enfants ou elles-mêmes. bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Chers aînés, chers parents, chers frères, chères sœurs, je vous dis à bientôt. On va suivre ensemble.